Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, garantir un retour à l'école en toute sécurité pour les enfants du Soudan du Sud. Dans cet objectif, le pays a obtenu le soutien de la Norvège qui compte lui octroyer une enveloppe de 10 millions de dollars. L'industrie sucrière en difficulté en Afrique du Sud va recevoir un coup de pouce majeur après la signature d'un plan directeur par le ministre du Commerce et le ministre de l'Agriculture, aux côtés des agriculteurs, des utilisateurs industriels et des détaillants. Ce plan vise à augmenter de 300 000 tonnes la demande locale de sucre d'ici 2023. Et puis, focus sur le Sénégal, où l'un des grands défis à relever aujourd'hui est celui de garantir des emplois aux jeunes. Une situation préoccupante pour le chef de l'État, Macky Sall, qui a annoncé le 18 novembre la création d'un conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Mais tout d'abord, suite à son inculpation et sa relaxation vendredi 20 novembre, Bobi Wine, le principal adversaire du président Yoweri Museveni à l'élection présidentielle ougandaise du 14 janvier 2021, a pris part ce dimanche 22 novembre à une cérémonie d'hommage à Kampala. Un hommage rendu aux 37 personnes tuées lors des affrontements entre ses partisans et les forces de l'ordre provoqués par son arrestation le 18 novembre. Cérémonie lors de laquelle Bobi Wine s'est montré plus résolu que jamais en s'adressant au président Museveni au pouvoir depuis 1986. Il a dit être le représentant d'une génération prête à tout pour obtenir sa liberté. Depuis le début de sa campagne, il y a 3 semaines, Bobi Wine a déjà été arrêté 2 fois. En mars 2020, 4,2 millions d'enfants sud-soudanais ont été soudainement déscolarisés à cause de la Covid-19. Mais à ce que le plus grand nombre possible retourne à l'école est une priorité pour l'État sud-soudanais, qui va d'ailleurs bénéficier d'un financement de 10 millions de dollars de la Norvège pour aider le pays à atteindre cet objectif. Les précisions de Joël Ballot. Le gouvernement sud-soudanais va bénéficier d'une subvention de 10 millions de dollars pour la relance du secteur éducatif. Ce fonds, destiné à 4,2 millions d'enfants sud-soudanais non scolarisés, leur donnera la possibilité d'accéder aux enseignements pédagogiques ralentis par la pandémie de Covid-19. La Norvège s'engage à contribuer au retour des enfants à l'école en toute sécurité, en particulier les filles et les enfants vulnérables. De ce fait, nous appelons le gouvernement sud-soudanais à allouer davantage de fonds à l'éducation et à payer aux enseignants un salaire décent dans les délais prévus. Ce financement, qui émane de la coopération bilatérale entre le Soudan du Sud et la Norvège, va favoriser d'une part la réouverture des écoles sur toute l'étendue du territoire national et d'autre part l'amélioration du couvert alimentaire des ménages touchés par les inondations. Je conseillerais de fournir du matériel didactique à la fois au personnel enseignant mais également aux apprenants et également mettre l'accent sur la gratuité véritable de l'école cette année. Ce n'est déjà pas le cas, mais de mettre l'accent dessus afin de permettre une scolarisation à taux élevé chez les enfants sud-soudanais. Quant aux populations qui se sont retrouvées englouties dans les eaux pendant la période du Covid-19, le gouvernement sud-soudanais devrait déjà revoir sa politique environnementale, notamment avec la gestion des déchets ménagers qui obstruent énormément les voies de passage d'eau, ce qui cause beaucoup de dégâts. Des subventions, comme celle de la Norvège, qui sera décaissée via le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, donneront un accès équitable à l'éducation, aidant les écoles et les communautés à ramener les enfants non scolarisés à l'école, mais aussi en réhabilitant des espaces d'apprentissage pour un meilleur accès à l'éducation. Le Zimbabwe compte mettre en place une bourse des matières premières avant la fin de cette année. Objectif, garantir via une bourse de marchandises appropriée que les prix soient déterminés par le marché et surtout qu'ils soient équitables. Jusqu'ici, c'est le gouvernement qui déterminait les prix du blé, du maïs et du coton, entre autres. Les détails avec Siamlo Victor Asseji. Une bourse de produits agricoles comme outil de stimulation du secteur, c'est le projet en préparation au Zimbabwe. Le gouvernement a annoncé son lancement avant la fin de cette année 2020. Des spéculations comme le maïs, le blé et le coton seront mises en valeur sur ce nouveau marché.
Une bourse de produits agricoles est une instance d'organisation et d'encadrement des interventions de tous les acteurs du secteur agricole dans un pays comme le Zimbabwe. Vous savez très bien que pour mener une agriculture à l'échelle intensive, il vous faut forcément les engrais. Donc les acteurs qui nous produisent des engrais peuvent être présents sur une bourse de produits agricoles. Il nous faut également la terre. Donc tout ce qui planifie la mise à disposition des terres, le plan d'occupation des terres, l'aménagement des terrains urbains et ruraux devraient être également des acteurs de cette bourse-là. Mais la bourse sera pleinement opérationnelle en 2021 et assurera aux producteurs des prix équitables selon le ministère des Finances. Auparavant, le monopole de l'achat-vente était détenu par l'Office de commercialisation des céréales qui fixait les tarifs de livraison des produits agricoles au détriment des exploitants. Une situation qui a maintes fois été décriée. On est en train de tendre vers ce qu'on appelle le commerce équitable. Je prends le cas de Max Havelaar, qui estime que pourquoi est-ce que quelqu'un devrait passer toute la journée, toute la nuit, toute la semaine, voire toute l'année à cultiver le cacao. À la fin, il se tire de là sans un radis en poche, alors que le bon monsieur qui est de l'autre côté du monde, qui ne sait même pas toutes les tribulations qui entourent la culture du cacao, s'en met plein les poches. Parce que, dit-il, il est chocolatier. Pas du tout. Il faudrait donc qu'on regarde tous les maillons qui interviennent dans le secteur et puis on fixe donc le quantum de recettes à reverser à chacun des maillons du secteur. La filière agricole tend donc résolument vers une libéralisation du marché avec tous les avantages et défis également. Si au Zimbabwe, l'agriculture est le moteur de l'économie avec une contribution de près de 20% au PIB, le secteur a traversé une grave crise ces dernières années. Fin 2019, le gouvernement avait même déclaré l'état d'urgence alimentaire suite à des pics de sécheresse inquiétants. La production annuelle de sucre en Afrique du Sud a diminué de près de 25%, passant de 2,75 millions à 2,1 millions de tonnes par an au cours des 20 dernières années. Le nombre de producteurs de canne à sucre a diminué de 60% au cours de cette période et les emplois liés à l'industrie sucrière auraient diminué de 45%. Afin de sauver la filière, le gouvernement et les acteurs du secteur ont développé un plan de relance. Comment sera-t-il articulé? Élément de réponse dans ce sujet de Marine Tolo. En Afrique du Sud, la nouvelle feuille de route du secteur sucrier vient d'être officiellement lancée par le gouvernement et les parties prenantes de l'industrie. Signée le 17 novembre 2020 en présence de Toko Didiza, ministre de l'Agriculture, et de Ebrahim Patel, ministre du Commerce et de l'Industrie, ce nouveau plan de relance vise à augmenter de 300 000 tonnes la demande locale du sucre d'ici 2023. L'Afrique du Sud a d'extrêmes avantages qui ne court pas sur le continent, c'est-à-dire celui d'être doté d'une très grande et large diversité climatique. Il y a une partie de l'Afrique du Sud qui connaît la neige. Ce n'est pas le cas sur tout le continent. Beaucoup de pays sur le continent, je prends tous les pays de l'Afrique centrale qui sont au niveau de l'équateur, donc dans les tropiques, ne connaissent pas le climat tempéré, ne connaissent pas la neige. Il y a une bonne partie de l'Afrique du Sud également qui est presque désertique. Il y a une partie aussi qui a un climat mi-Sahel, mi-forestier. Donc, cette diversité de climat donne la possibilité donc à l'Afrique du Sud de disposer de ce qu'on peut appeler d'une diversité de zones agroécologiques, c'est-à-dire des espaces géographiques qui se prêtent à la culture de telle plante ou de telle autre. Donc, un pays comme celui-là peut valablement développer aussi la culture de la canne à sucre qui a besoin d'eau, qui a besoin des espaces suffisamment aérés. Avec l'objectif d'atteindre 150 000 tonnes de demande pour l'année prochaine, cette hausse de l'approvisionnement local devrait permettre d'améliorer les perspectives de développement du secteur dans un contexte où la taxe sur les boissons sucrées depuis avril 2018 pèse sur les ventes domestiques. L'Afrique du Sud, étant donc dans une position stratégique, étant le premier exportateur de l'Afrique australe, n'a pas d'effort particulier à faire lorsque son sucre sera là. Donc, il faut procéder au financement comme c'est déjà le cas parce qu'en fait, l'Afrique du Sud, quand même, c'est un pays suffisamment peuplé pour pouvoir offrir à sa population à peu près 100 000 tonnes de sucre l'année. Il est à cet effet prévu que les industriels et les distributeurs recourent à hauteur de 80% à la production locale pour satisfaire leur consommation de sucre à partir de 2021. D'après le département américain de l'agriculture, l'Afrique du Sud devrait produire 2,2 millions de tonnes de sucre en 2020-2021.
Dans l'actualité également, les Algériens commencent à subir de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Les prix des denrées de première nécessité sont à la hausse sur l'ensemble du territoire depuis la fin octobre et début novembre. Ces derniers jours, les prix de divers produits alimentaires de large consommation ont connu une forte hausse. Les augmentations qui touchent même les produits fabriqués localement. Le prix de la brique de lait a par exemple augmenté de 10 dinars algériens. Le prix de la bouteille d'huile végétale connaît à présent à une hausse qui varie entre 5 dinars et 10 dinars. Selon l'OMS, la résistance aux antimicrobiens est l'une des 10 plus grandes menaces pour la santé publique auxquelles se trouve confrontée l'humanité. Une urgence sanitaire en Afrique qui a notamment conduit 6 organisations africaines et internationales à mutualiser leurs efforts dans la lutte contre l'échec des traitements médicamenteux sur le continent. Nathalie Mo. 4,1 millions de personnes pourraient mourir en Afrique d'échec des traitements médicamenteux d'ici 2050, selon des experts. Des chiffres qui ont interpellé 6 organisations internationales et africaines au sujet de l'urgence d'une lutte efficiente contre la résistance aux antimicrobiens. Notons que des études récentes indiquent que la résistance aux médicaments contre le VIH pourrait causer 890 000 décès d'ici 2030 en Afrique subsaharienne. La résistance aux antimicrobiens est l'un des défis sanitaires les plus urgents auxquels l'Afrique est confrontée. Si nous n'agissons pas maintenant, nous pourrions voir le continent faire reculer les gains en santé que nous avons réalisés grâce à d'immenses efforts et sacrifices. Nous devons arrêter de mettre en danger notre avenir et réfléchir avant de mettre une pilule dans notre bouche. Les organisations internationales et continentales de santé ont exprimé leur inquiétude pour l'usage incontrôlé d'antimicrobiens sur le continent africain. La résistance aux antimicrobiens est un problème de santé qui nécessite une approche multisectorielle unifiée. Les organisations se sont engagées conjointement sur 10 points d'action, y compris la promotion d'une approche une seule santé. L'approche choisie encourage la concertation entre différents secteurs afin d'assurer la santé publique et environnementale. Nous ne pouvons pas continuer d'utiliser des antimicrobiens à mauvais escient. Nous sommes tous des parties prenantes dans ce domaine, qu'il s'agisse des prescripteurs, des distributeurs ou des patients. Nous devons tous œuvrer dans le sens d'une plus grande efficacité dans l'utilisation des antimicrobiens dont nous disposons. Les médicaments antimicrobiens désignent les antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques et les antiparasitaires utilisés dans le traitement des infections chez les humains, les animaux et les plantes. La résistance aux antimicrobiens est exacerbée par la facilité d'accès aux médicaments sans ordonnance et la région africaine est l'une des plus touchées dans le monde. Les médicaments de rue sont le principal moyen de circulation des antimicrobiens sur le continent. Le chef d'État sénégalais Macky Sall a récemment décidé de mettre sur pied un nouvel instrument en faveur de la promotion, de l'insertion et de l'emploi des jeunes. L'annonce de la création de cet organe intervient dans un contexte de recrudescence constatée du phénomène de l'immigration clandestine qui touche principalement les jeunes sénégalais. Les précisions de Philomène Tine. La Banque mondiale estime que le Sénégal offre un marché du travail difficile où les opportunités sont rares, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Mais il convient de noter que l'État consent néanmoins des efforts pour pallier le phénomène. C'est dans ce cadre qu'un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes sera mis en place dans le pays dans la deuxième quinzaine de décembre 2020. La création d'un nouvel organe pour l'emploi et l'insertion des jeunes ne sera qu'une structure de trop. Il fallait à la place mettre un organe de coordination ou alors supprimer les organes qui sont inefficaces pour mettre en place des structures décentralisées dans les régions plus proches des populations. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal, ANSD, fait part d'une faible articulation entre le marché du travail, la formation professionnelle et la politique d'accompagnement pour l'emploi des jeunes dans les politiques publiques du pays. Alors, l'insertion des jeunes
est l'un des grands défis à relever, à en croire les observateurs. Le gouvernement du Sénégal a certes mis en place plusieurs organes, 5 à 6 organes pour faire face au chômage massif que nous constatons. Mais ces organes qui sont budgétivores, avec à la tête très souvent des hommes politiques, ne sont pas pour quand même une politique efficace. Ce qui fait que globalement, c'est un échec. Chaque année, entre 160 000 et 200 000 jeunes arrivent sur le marché du travail selon le gouvernement sénégalais. Quant à la Banque mondiale, elle a signalé que 400 000 demandeurs d'emploi arriveront sur le marché en 2025 et 670 000 en 2050 au Sénégal. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.